Bonsoir à tous. Cette semaine, l'Église du Monde part en Afrique de l'Ouest, au Sierra Leone, frontalier au nord-ouest avec la Guinée et au sud avec le Libéria. Eh bien, ce pays d'environ 6 millions d'habitants, dont 21% de chrétiens, est l'un des plus pauvres de la planète. De 2014 à 2016, il a été frappé par le virus Ebola, faisant près de 4000 morts. L'Église catholique a apporté son soutien tout au long de la crise. C'est le cas notamment des frères de l'ordre hospitalier de Saint-Jean-de-Dieu, travaillant à l'hôpital de Mabécéné, dans la région de Lunsar, à une centaine de kilomètres à l'est de Freetown, la capitale. Ils ont lutté contre l'épidémie, certains y laissant même leur vie. Alors, à l'occasion du 50e anniversaire de cet hôpital, une délégation de la Curie générale des frères hospitaliers de Saint-Jean-de-Dieu s'est rendue en Sierra Leone en mars. Antoine Soubrier, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes directeur de la communication de l'ordre hospitalier de Saint-Jean-de-Dieu. Vous avez fait partie de ce voyage. Peut-être une première question pour resituer l'ordre donc des frères de Saint-Jean-de-Dieu. Il a été fondé en 1572. Ce sont des frères soignants. C'est ça. Ils sont présents où aujourd'hui dans le monde ? Aujourd'hui, ils sont présents dans 55 pays, sur les 5 continents, avec 450 œuvres qui s'occupent de toute personne en situation de fragilité. Donc ça va des personnes âgées aux personnes handicapées, en passant par des sans-abri, malades psychiatriques, orphelins, malades du sida. Et donc 1100 frères à travers le monde et 60 000 collaborateurs qui les accompagnent avec leur professionnalisme au sein de ces établissements. De ces hôpitaux. Ouais. Vous êtes parti donc il y a quelques semaines. Une première impression de retour de Sierra Leone, c'est un pays qu'on connaît peu. Qu'est-ce qui vous a marqué, vous ? C'est effectivement un pays qu'on connaît peu, même si on en a beaucoup entendu parler il y a quelques années, comme vous disiez, lié à l'épidémie d'Ebola. Ce qui m'a marqué, c'est de voir justement, arrivant avec toutes ces données qu'on a pu engranger en 2014-2015 à propos d'Ebola, ça a été de voir que finalement, les besoins sont beaucoup plus importants que juste Ebola. Et que même si on ne parle plus aujourd'hui de ces pays-là parce que l'OMS a déclaré la fin de l'épidémie il y a quelques mois, juin 2016. C'est ça. Les grandes organisations internationales sont toutes parties, les médias aussi, mais aujourd'hui les besoins sont encore extrêmement importants dans plein d'autres domaines. Quel domaine, de manière évidente ? Pour en rester au domaine lié aux frères de Saint-Jean-de-Dieu qui gèrent un hôpital là-bas, en termes de santé, déjà d'énormes besoins. Il faut savoir que c'est un des pays où le taux de mortalité infantile et maternelle est le plus important au monde, 27 enfants qui décèdent pour 100 naissances. Et donc voilà, les frères à leur niveau essayent d'apporter ce qu'ils peuvent pour réduire au maximum ces chiffres. Alors, c'était la première visite d'une délégation après Ebola. Après la fin d'Ebola. Est-ce que cette crise, elle est encore dans les esprits ? Oui, très, très présente. Ce qui m'a marqué, c'est de voir que quand vous arrivez à l'hôpital, déjà, les frères ont érigé un monument en hommage au frère Manuel, qui a été le directeur décédé d'Ebola au moment de la crise. Il y a eu également des collaborateurs qui en sont décédés. Et rien que ce sourire du frère Manuel qui accueille à l'hôpital montre bien, je dirais, cette présence encore très forte dans les esprits des gens qui continuent d'en parler assez régulièrement. Et même au niveau des soins et au niveau de l'hôpital, on a gardé toutes les structures qui ont été mises en place au moment d'Ebola, notamment la salle de triage à l'entrée de l'hôpital. C'est cette fameuse salle, vraiment à l'entrée de l'hôpital, qui a permis au moment de l'épidémie de mettre en quarantaine le plus rapidement possible tous les patients qui arrivaient avec de la fièvre et qui donc présentaient d'éventuels symptômes du virus Ebola. Il y a eu un bâtiment construit aussi pour... Il y a eu un bâtiment construit justement pour cette mise en quarantaine. Ouais. Et les frères ont décidé de garder toutes ces infrastructures de manière à faire en sorte d'éviter une nouvelle épidémie de ce genre et d'améliorer au maximum l'offre de soins qu'ils ont dans cet hôpital. Alors racontez-nous peut-être un petit peu ce qui s'est passé dans cette période 2014-2016 au niveau de l'hôpital et de la gestion de cette crise. Voilà, un peu dans les grandes lignes, qu'est-ce qui s'est passé ? Quand on en parle sur place aux frères, ils nous disent que ils ont eu vraiment un sentiment, il faut savoir qu'ils ont vécu une guerre civile déjà entre 91 et 2002, grosso modo. Et
Et les frères qui ont eux-mêmes vécu cette crise, cette guerre civile, disent que ça a été encore plus terrible, parce qu'ils avaient le sentiment d'être en guerre, mais contre un ennemi invisible. Et quand on a commencé à parler d'Ebola en mars 2014, personne ne savait bien trop ce qui arrivait. Il y avait les malades d'Ebola présentaient plus ou moins les mêmes symptômes que d'autres pathologies. Et donc très vite, les frères ont dû prendre des mesures pour essayer d'enrayer ce virus. Mais ils ont été très vite dépassés par ce qui se passait. Ils ont été le seul hôpital à rester ouvert sur tout le pays. Donc beaucoup de malades qui affluaient parce que, comme ils disaient très justement là-bas, malgré Ebola, les gens continuaient d'être malades d'autres maladies, notamment malaria, infection et des maladies soignables. Donc les frères ont décidé eux-mêmes de rester ouverts pour continuer à soigner tous ces gens. En prenant toutes les mesures de précaution possibles, malheureusement qui n'ont pas été suffisantes, puisque après le décès du frère Manuel, en septembre 2014, on a dû fermer l'hôpital. Et avec l'aide jusqu'au mois de décembre-janvier, le temps de trouver le matériel nécessaire, le temps d'envoyer des volontaires et des frères pour soutenir la communauté locale, et puis voilà, pour reprendre avec un maximum de qualité et de prévention, je dirais, les soins que les frères offraient, ce qui ne les a pas empêchés pendant toute l'épidémie d'aller rendre visite aux familles du village pour pouvoir leur apporter à boire, leur apporter à manger, parce que là-bas, les villes étaient villes mortes, personne n'osait sortir de chez eux, et donc les frères ont tenu à ce qu'il soit aussi une présence auprès de ces familles. Ils avaient quel appui? Est-ce que le gouvernement sierra-léonais était actif ou comment ça s'est passé? Le gouvernement sierra-léonais a été actif. Ils ont reçu de l'argent de la part d'organisations internationales, de la part d'autres gouvernements. J'ai lu dans les médias qu'une grosse partie de cette somme a disparu. Malheureusement, on ne sait pas trop ce qu'elles sont devenues. L'aide n'est jamais suffisante dans ces cas-là. Les frères ont beaucoup travaillé en lien avec des organisations internationales, notamment Médecins sans frontières, avec l'Organisation mondiale de la santé. Mais voilà, ça n'a pas été suffisant. Je dirais que l'aide occidentale est arrivée peut-être un peu trop tard pour permettre d'enrayer cette épidémie avant tous ces décès. Encore une fois, l'hôpital des frères est le seul à être resté ouvert. Tous les hôpitaux gouvernementaux ont fermé eux-mêmes. Et donc, voilà. Et puis, encore une fois, cette aide nécessaire aujourd'hui, malgré la fin d'Ebola, qui fait qu'on essaie justement de demander davantage d'aide au gouvernement local pour rendre pérennes nos œuvres sur place, pour faire en sorte qu'elles puissent vraiment perdurer. Et vous êtes entendu là-dessus ? On a eu le ministre de la Santé qui est venu pour le 50e anniversaire de l'établissement. Je crois qu'il y a une reconnaissance claire de la part des organisations internationales, de la part du gouvernement local sur l'œuvre des frères de Saint-Jean-de-Dieu dans le pays. Malheureusement, l'aide ne suit pas toujours. Et donc il y a tout un travail que font les frères pour essayer de leur faire comprendre que s'ils veulent que ces œuvres perdurent, il faut y mettre les moyens. Et l'évêque, ils ont la chance d'avoir le soutien de l'administrateur apostolique local, Monseigneur Paganelli, qui lui aussi les aide parce qu'il considère que ces structures d'église ont vraiment tout leur rôle à jouer au niveau social, mais aussi au niveau pastoral dans ces régions où vous n'avez quasiment pas d'autres organisations internationales et où l'Église est présente non seulement dans les domaines de la santé, mais aussi au niveau social à tous les points de vue. Aujourd'hui, est-ce que le pays se relève progressivement ? Avec difficulté. On est allé à Freetown, la capitale, où vous avez une pauvreté sans nom. Qui était déjà là, mais qui a peut-être été accrue. Qui a été accrue. Un exemple, les frères, pendant l'épidémie d'Ebola, ont tenu à payer leurs salariés qui ne venaient plus travailler à l'hôpital parce qu'ils avaient peur d'une double crise, à la fois la crise d'Ebola, mais une crise économique également. Mais qui a été inévitable dans le sens où toutes les entreprises internationales ont quitté le pays, beaucoup de magasins ont dû fermer, et donc au niveau économique, ça a été catastrophique. Il se dit que petit à petit, ça reprend, mais les principales personnes touchées par ces crises sont les personnes les plus pauvres, et malheureusement, elles ont encore beaucoup de mal à s'en sortir.
Et vous le disiez, donc ce pays déjà fragilisé, il y avait eu cette guerre civile de 91 à 2002, donc c'est une crise qui est venue à se rajouter à un pays déjà fragile. Ils ont vécu beaucoup de passion, avec force, je dirais, parce que quand on en parle avec eux, ils continuent à vouloir vivre, à vouloir une vie vibrante. On les sent vraiment... ils parlent encore beaucoup d'Ebola, mais aujourd'hui, Ebola est passé, et quand vous parlez avec eux, on sent qu'ils sont déjà repartis sur le futur, ils voient déjà l'avenir. Et je pense que ça, c'est un bel exemple pour nous, parce que après toutes ces tragédies vécues, on sent qu'il y a quand même une belle espérance qui se vit au sein de ces populations, et c'est touchant pour un Européen qui se rend dans ces pays-là. Qui voit ça sur place. Et dans le fond, de quoi vit la population ? C'est un pays qui a des ressources, mais qui reste quand même de très importantes ressources. On a entendu parler notamment des diamants du sang, qui ont été plus ou moins à l'origine de ces guerres civiles. Mais on n'en voit pas les bénéfices sur le terrain. Ça, c'est quelque chose d'assez évident. Donc un des pays les plus pauvres au monde, avec des populations qui ne voient pas la couleur de cet argent qui sort des mines. Et c'est ce qui fait que les frères eux-mêmes ont décidé quand un malade arrive à l'hôpital, c'est pas seulement une maladie qui arrive, c'est vraiment une personne avec tout son contexte autour de la personne. Et donc, ils ont essayé de prendre en compte tous les besoins de ces gens. Ils couvrent une population d'environ 100 000 habitants, ce qui est assez important. Et ils ne peuvent pas couvrir tous les besoins. Mais ils ne peuvent pas couvrir tous les besoins, même si j'étais touché par le fait que... donc, ils sont présents au niveau santé avec leur hôpital, mais les frères ont mis en place des équipes mobiles qui se rendent dans les villages pour informer les populations sur les questions de santé, leur expliquer aux mères de famille que quand elles sont enceintes, c'est urgent d'aller à l'hôpital pour se faire suivre à l'hôpital et non pas attendre le dernier moment quand c'est trop tard pour y aller. Ils ont mis en place au sein de leur hôpital une petite fabrique de bouteilles d'eau potable qu'ils distribuent dans les villages parce qu'ils se sont rendus compte qu'une des causes de mortalité infantile était liée à l'impureté de l'eau. Et donc, ça fait partie de cette notion de prise en charge globale, je dirais, des personnes qui viennent vers eux en leur demandant de l'aide. C'est d'essayer d'aller à la racine de ces maladies, à la racine du mal, et d'apporter toute l'espérance qu'ils peuvent à ces personnes, en lien avec cette devise des frères hospitaliers qui leur a été léguée par Saint Jean de Dieu, par le corps aux âmes. D'accord. Donc c'est vraiment... Et ils travaillent dans une logique de long terme, en fait. Ce n'est pas uniquement soigner de maladies à l'instant T, mais c'est contribuer au développement du pays. C'est contribuer au développement du pays, contribuer au bien-être de ces personnes qui vivent dans des situations dramatiques pour beaucoup. Et puis... Vous avez rencontré, beaucoup de familles ? On a rencontré pas mal de familles lors de visites dans les villages, justement. Et c'était beau de voir que les frères ont une belle réputation sur place. Ils sont là depuis 50 ans, donc les gens les connaissent. Les frères sont restés à leur côté pendant la guerre civile, pendant Ebola. Ils ont vraiment tenu à rester présents, au risque de leur vie, puisqu'on a eu frère Manuel qui est décédé. On a eu un frère Fernando, un Espagnol missionnaire, qui pendant la guerre civile a été pris par les rebelles et séquestré pendant plusieurs semaines. Et ça, je crois que la population s'en rend compte et le fait reconnaître à l'Église. C'est-à-dire qu'il y a une belle relation entre ces populations locales et la communauté des frères de Saint-Jean-de-Dieu qui fait que quand ils se déplacent dans les villages, ils savent que les frères sont là pour être à leur côté. Et on a pu voir au moment d'Ebola justement beaucoup d'organisations internationales qui sont venues d'Europe pour beaucoup et qui ont débarqué dans les villages pour expliquer aux gens qu'il ne fallait plus enterrer leurs morts selon les rites traditionnels, que ils ont construit beaucoup de murs, je dirais. Ça a causé beaucoup de suspicions au sein de la population locale. Il y a même eu des rumeurs. Des frères. Et les frères, au contraire, qui connaissaient cette population depuis longtemps, ont essayé de faire en sorte qu'ils puissent faire cette sensibilisation, qui était importante, mais en essayant au maximum de la faire en lien avec leur culture, avec leur tradition locale.
Et ça, les gens le savent et savent le faire reconnaître aux frères. Ouais. On en vient à ce visage de l'Église, l'Église de Sierra Leone. Alors, quels sont les défis qui la touchent? Eh bien, nous avons posé la question à Monseigneur Natalio Paganelli, dont vous parliez il y a un instant, Antoine. Monseigneur Paganelli, qui est l'administrateur apostolique du diocèse de Makeni, où se trouve donc l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu. Nous l'avons joint par téléphone. We have very committed Catholics, but sometimes it's difficult for them to be coherent. For example, majority of Sierra Leonean men are polygamous because the society is polygamous. And for our Catholic men to have only one wife is not easy. Not because of sex business, no, because of the culture is very deep. Because sometimes they need more wives, more children in order to work in their farm and so and so. The second aspect is financial, as usual, all the churches in Africa. The support from abroad is very little, especially for pastoral activities. Sometimes you can get the support for schools, for social aspects, but for pastoral activities, to preach the gospel, to build a church, it's very difficult to get money. And internal local resources are very small because our people are very poor. For that, we need to find a way how our diocese can be self-reliant. Voilà, Monseigneur Paganelli qui évoque, au-delà des aspects de santé, des enjeux qui se posent pour ce pays, il évoque, lui, des questions plus internes liées à l'Église, la question de la polygamie, donc, qui touche aussi les chrétiens, et puis aussi des moyens financiers qui se font rares pour des besoins en termes de pastoral d'Église. Vous l'avez rencontré, Monseigneur Paganelli? Oui, tout à fait. On a parlé avec lui, c'est vrai, surtout des besoins en termes de santé, qui était notre principale préoccupation. C'est vrai que les besoins sont énormes à tous les niveaux. Et lui-même a un hôpital diocésain qu'il a créé en 2008, avec lequel collaborent beaucoup les frères hospitaliers. Et il nous disait très justement que l'objectif aujourd'hui pour l'Église, c'est d'arriver à pérenniser ces structures, à faire en sorte que l'aide occidentale, qui est depuis toujours présente sur place, et qui diminue de plus en plus, puisse être remplacée par une aide locale, puisse être remplacée par une aide gouvernementale dont on parlait tout à l'heure. C'est pour ça qu'on a essayé de rencontrer le président pour lui en parler. Vous n'avez pas réussi? Si, on l'a rencontré. Il y a eu des promesses. Après on attend les actes concrets. Mais je crois que ce qui est important, et par rapport à ce qu'il dit, c'est assez intéressant, c'est que l'Église sur place ne cherche pas à calquer des solutions telles qu'on peut les imaginer, nous, Européens. Elle cherche vraiment à apporter des solutions africaines aux problèmes africains. Et donc vraiment dans cette optique de mieux comprendre la culture locale, mieux comprendre la manière de fonctionner des gens sur place pour arriver à passer ce message de la bonne nouvelle, ce message évangélique à ces populations de la manière la plus simple possible et la plus adaptée à ces personnes. Est-ce qu'il y a des vocations chez les frères? Il y a des vocations en Sierra Leone? Il y a des vocations, oui. On a 10 frères donc, en Sierra Leone. Et sur ces 10 frères, il y a 6 frères sierra-léonais. D'accord. Ouais. Qui sont formés là-bas? Qui sont formés au Ghana. D'accord. Et qui ensuite sont envoyés dans différents pays. Donc là, il s'avère qu'on en a 6 en Sierra Leone. Et ça me fait penser justement au moment de la célébration des 50 ans de notre hôpital, où était présent Monseigneur Paganelli. Il a conclu la cérémonie en disant « Vous nous avez donné des héros, à nous maintenant, en tant qu'Église locale, de vous donner des vocations. » Et c'était très touchant d'entendre cet évêque qui lui-même est en manque important de vocation, remercier les frères pour le don de leur vie dans le cadre de cette crise d'Ebola et leur dire voilà, le plus beau cadeau qu'on puisse vous faire, c'est qu'à travers le sang de ces martyrs, l'Église puisse renaître de ses cendres et vous donner de nouvelles vocations. Et on peut signaler aussi, vous parliez de ces frères martyrs, ces frères décédés qui sont allés jusqu'au bout, qui ont donné leur vie pour ces malades. Eh bien, il y a eu aussi des frères qui ont perdu leur vie au Libéria. On en avait parlé il y a quelques temps avec le frère Pascal Laodénion, qui était venu nous raconter un petit peu la situation en Libéria, aussi touchée par Ebola.
Dans ce contexte finalement difficile, et voilà, on le voit dans ces pays-là, quelle espérance l'Église elle peut apporter? L'Église apporte une espérance déjà par sa présence. Par sa présence parce que sur place, les gens se rendent bien compte que l'Église n'est pas là pour profiter ni des richesses, ni de la population. L'Église est là pour s'occuper des personnes, encore une fois, dans ce qu'elles sont, dans ce qu'elles représentent, dans leur culture, à la fois au niveau santé, au niveau social, au niveau pastoral, vraiment dans tous ses besoins. Et je pense que rien que par ça, c'est une espérance énorme que l'Église apporte. Le simple fait de voir qu'aujourd'hui, on ne parle plus d'Ebola, toutes les organisations internationales sont parties, mais l'Église reste présente. Elle était là avant, elle était là pendant, elle est encore là aujourd'hui, et les gens savent qu'elle restera aussi longtemps qu'elle le pourra. Et je pense que ça, c'est une belle source d'espérance pour les populations locales. Et quel projet vous souhaiteriez développer en Sierra Leone ? Pour nous, le plus urgent aujourd'hui en Sierra Leone, c'est cette question de la mortalité infantile et maternelle. C'est d'ailleurs le premier, quand on a rouvert l'hôpital en décembre 2014, le premier centre qu'on a ouvert au sein de l'hôpital, ça a été la maternité, pour prendre soin des femmes enceintes. Et un des frères qui est arrivé pour remplacer frère Manuel, donc il est frère médecin, chirurgien, le frère Patrick, lui me disait que la première chose qu'il a faite, ça a été déjà de constater que toutes les femmes enceintes qui arrivaient dans un tel état que la plupart des enfants décédaient en arrivant à l'hôpital. Parce qu'elles avaient elles-mêmes, elles pouvaient avoir des pathologies non dépistées. Oui, parce qu'elles n'osaient pas venir à l'hôpital, alors qu'elles voyaient bien qu'elles avaient un problème. Elles préféraient aller voir un médecin traditionnel. Il y a eu beaucoup de suspicions par rapport aux hôpitaux aussi pendant Ebola, où des gens ont cru que Ebola était diffusé par les Blancs au sein des hôpitaux. Et donc il a fallu qu'ils aillent dans les villages pour sensibiliser les gens au fait que l'hôpital était là pour les soigner et qu'il était important qu'ils viennent dès les premiers symptômes à l'hôpital pour pouvoir guérir toutes ces pathologies. Et donc ça, c'est vraiment un des besoins les plus urgents, c'est d'arriver à enrayer ces chiffres dramatiques. Et pour ça, le frère Patrick me disait qu'ils sont en manque de médecins, gynécologues notamment spécialisés. C'est difficile de simplement les faire venir. Oui, déjà peu qui sont formés. Qui ne sont pas spécialisés. Oui. Et donc l'objectif, c'est de faire venir des médecins volontaires depuis l'Europe pour former les médecins locaux. D'accord. Donc pour qu'ils puissent, par la suite, comme on disait tout à l'heure, rendre pérenne cet hôpital et ses services en ayant des médecins locaux qui puissent prendre en charge toutes ces personnes. D'accord. Et donc progressivement de former. C'est ça. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose qui est déjà amorcé ou... C'est quelque chose qui est amorcé depuis la fin d'Ebola. Oui. Ça a été une prise de conscience encore plus importante après Ebola, mais qui se met toujours en place avec beaucoup de difficultés, parce que ça nécessite aussi des moyens financiers, il faut trouver les médecins. Et donc voilà, ça se met en place grâce à l'aide. Des médecins qui viennent sur leur temps libre Exactement, on a des médecins qui viennent de France, d'Espagne, beaucoup, qui viennent bénévolement pour des missions médicales de 15 jours, un mois, et qui donc organisent en lien avec les frères sur place ces missions spécialisées. Donc les médecins en amont vont prévenir toutes les populations touchées par telle ou telle maladie plus spécifique. Et pendant 15 jours, 3 semaines, un mois, les médecins européens vont soigner 24 heures sur 24 ces personnes au bloc opératoire. Et en lien avec les médecins locaux pour en même temps leur montrer comment faire, les former. Donc ça, c'est un beau défi. Et bien pour ceux qui souhaitent vous soutenir, bien sûr, on peut consulter le site internet qui s'affiche sur vos écrans, www.saintjeandedieu.fr. Merci beaucoup Antoine Soubrier de nous avoir rejoints. Et voilà, donc si vous souhaitez revoir cette émission, eh bien, je vous invite à consulter notre site et nos réseaux sociaux. Très belle soirée à tous. À mercredi prochain. Au revoir.